Salut à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une destination de rêve comme d'habitude. On va parler d'un voyage qui a changé des vies. Une histoire qui m'a personnellement bouleversée et que je me devais de vous raconter. Imaginez la scène, aéroport international de Taoyuan, à Taipei. Un homme, la soixantaine, professeur depuis 35 ans dans l'un des plus prestigieux lycées de Paris, s'incline profondément, le corps secoué de sanglots, devant ses 120 élèves de terminale. Il leur dit simplement, « Je me suis trompé sur toute la ligne. Pardonnez-moi. » Comment en est-on arrivé là? Pour comprendre, il faut revenir 5 jours en arrière. L'ambiance était radicalement différente. Le standard du lycée avait littéralement explosé sous les appels de 300 parents furieux. « Pourquoi Taïwan ?» criait un père au téléphone. « On n'aurait pas pu aller à New York ou à Londres, comme tout le monde ? C'est quoi cette destination au rabais ?» Une mère, la voix tremblante d'angoisse, ajoutait, « Mais qui nous garantit que Taipei est une ville sûre ? J'ai lu que la circulation y est chaotique, un véritable enfer pour les piétons. » Vous vous rendez compte du risque? Même le corps enseignant était rongé par le doute. Monsieur Pierre, le doyen des professeurs et responsable de la classe, avait dû se résigner à ce choix. Des coupes budgétaires drastiques, une réduction de 40% de l'enveloppe allouée au voyage de fin d'année, ne lui avaient pas laissé d'autre option que cette destination asiatique, proposée à un prix défiant toute concurrence par une agence de voyage. Il partait la peur au ventre, avec un seul objectif, ramener tout le monde sain et sauf. Pourtant, en seulement 5 jours, tout a basculé. La colère des parents s'est muée en une vague d'émotion et de gratitude. La morgue et les préjugés des élèves se sont dissous dans des larmes de reconnaissance. Et ce professeur expérimenté, qui pensait avoir tout vu, a reçu la plus grande leçon de sa carrière. Alors, que s'est-il passé pendant ces 5 jours à Taïwan? Qu'est-ce qui a pu provoquer un tel électrochoc? Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous livrer le récit de Monsieur Pierre, ce professeur d'élite qui a accepté de tout me raconter. Son histoire, c'est une claque. Une remise en question profonde de nos certitudes, de nos préjugés, et peut-être même un miroir tendu à notre propre société. Alors installez-vous bien, et écoutez. Car ce que vous allez entendre pourrait bien changer votre vision du monde. Musique émouvante et douce. Je m'appelle Pierre. Depuis 35 ans, j'enseigne l'histoire au lycée Louis-le-Grand, au cœur de Paris. Mon quotidien, c'est l'élite de la nation. Les enfants de ministres, de grands patrons, de familles qui façonnent la France depuis des générations. Notre établissement, c'est ce qu'on appelle une fabrique à champions, un temple de l'excellence. Chaque année, la tradition veut que nous organisions un voyage de fin d'études pour les classes de terminale. D'ordinaire, nos destinations sont prestigieuses, New York, Londres, Rome. Des capitales qui brillent, qui rassurent les parents et flattent l'ego de nos élèves. Mais en février dernier, le couperet est tombé. Le proviseur a convoqué une réunion d'urgence. Le directeur financier, visage blême, nous a annoncé une coupe de 40% dans notre budget. Le voyage devait se faire avec une enveloppe de 800 € par élève, tout compris. New York en demandait au minimum 1200. Le silence dans la salle de réunion était glacial. Le responsable de l'agence de voyage, un homme que nous connaissions bien, a alors timidement glissé une nouvelle proposition sur la table, presque en s'excusant, Taipei, à Taïwan. Un séjour de 5 jours, tout inclus, pour 700 € par tête. L'atmosphère est devenue électrique. Taïwan? Pour être honnête, l'idée ne m'emballait pas du tout. En 35 ans de carrière, jamais un voyage scolaire ne m'avait mené là-bas. Dans mon esprit, comme dans celui de beaucoup, l'Asie du Sud-Est évoquait des images de chaos, de rues grouillantes de scooters, un monde fascinant mais peu compatible avec la sécurité de 120 adolescents parisiens. Mais nous n'avions pas le choix. Le budget était roi. La mort dans l'âme, nous avons validé, destination Taipei. Début mars, nous avons organisé la réunion d'information avec les parents. Sur les 150 familles présentes, près de la moitié a exprimé une opposition virulente. Un père de famille,
PDG d'une grande entreprise du CAC 40, a pris la parole, le ton cassant. Taïwan? Mais les bâtiments ne sont-ils pas tous délabrés? Qu'en est-il de l'hygiène? Ce n'est pas le tiers-monde, j'espère? Une autre mère, avocate de renom, a enchaîné, la voix chargée d'inquiétude, et cette fameuse armée de scooters dont tout le monde parle? Mes enfants ne risquent-ils pas leur vie à chaque fois qu'ils traverseront la rue? J'ai tenté de les rassurer en présentant les documents que j'avais préparés, des brochures touristiques colorées vantant les mérites de l'île. Mais au fond de moi, je n'étais absolument pas convaincue. La réunion avec mes collègues professeurs n'a pas été plus simple. Madame Dubois, notre prof d'anglais, a soulevé le problème du climat, et s'il fait une chaleur étouffante? Ou des pluies torrentielles? Comment gérons-nous le groupe? Monsieur Martin, le prof de sport, s'inquiétait de la nourriture. Les marchés de nuit, c'est peut-être typique, mais l'hygiène est-elle vraiment adaptée à des estomacs européens fragiles? Je répondais à chaque objection du mieux que je pouvais, promettant une vigilance de tous les instants, mais l'angoisse montait en moi. Le soir, en rentrant chez moi, je me suis plaint à ma femme, Sophie. En 35 ans, je n'ai jamais eu un dossier aussi épineux. C'est un cauchemar. Sophie, toujours optimiste, a tenté de me réconforter, vois-le comme une nouvelle expérience, Pierre. Peut-être que vous aurez de bonnes surprises. Je n'y croyais pas une seconde. Ce soir-là, je me suis plongée dans les recherches sur Internet. Les images qui défilaient sur mon écran ne faisaient que confirmer mes pires craintes, des photos d'immeubles vieillots, couverts de climatiseurs rouillés et de barreaux aux fenêtres. Certes, il se dégageait une certaine authenticité, mais on était à des années-lumière de l'ordre et de la modernité impeccable des quartiers chics de Paris. Des mots-clés comme tension géopolitique avec la Chine, bâtiments vétustes, paysages urbains chaotiques revenaient en boucle. L'idée d'un lieu où le désordre semblait régner en maître me perturbait profondément. La nuit précédant le départ, j'ai fait ma valise comme si je partais en zone de guerre. Passeport, trousse de premiers secours, liste des élèves avec leur numéro d'urgence. Je me suis répété mon unique objectif pour ce voyage, qu'il se termine sans incident. Ramener ces 120 enfants à leurs parents, sains et saufs. Ce serait déjà une victoire. Le matin du départ, nous nous sommes retrouvés à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. 120 élèves, 8 professeurs. L'excitation des adolescents était palpable, mais elle était teintée de déception. J'entendais des murmures partout, franchement, New York, ça aurait eu plus de gueule. Avant l'embarquement, j'ai fait un briefing qui se voulait rassurant mais qui trahissait mon anxiété, rester groupé en permanence. Surveillez vos affaires précieuses, les pickpockets sont partout. Et s'il vous plaît, faites extrêmement attention en traversant la rue. Les consignes de base, mais répétées avec une gravité inhabituelle. Une fois dans l'avion, Madame Dubois s'est penchée vers moi. Je me demande vraiment dans quoi on s'est embarqué. J'ai soupiré. On fera de notre mieux, Hélène. On fera de notre mieux. Mais l'inquiétude était un nœud dans mon estomac. L'avion a décollé. 2 heures et demie de vol. Un trajet court, presque banal. Par le hublot, je regardais les nuages défiler, et une pensée m'a traversé l'esprit, existe-t-il vraiment une ville plus pratique et plus sûre que notre Paris? Je ne pouvais imaginer ce qu'était Taipei. Je n'avais aucune attente, ou plutôt, si, j'en avais, celle d'une semaine compliquée. 2 heures et demie plus tard, nous avons atterri à l'aéroport international de Taoyuan. Et c'est là que le premier choc a eu lieu. En descendant de l'avion et en pénétrant dans le terminal, je me suis arrêté net. Mon premier réflexe a été de comparer. Certes, l'aéroport n'avait pas la taille démesurée de Roissy, mais l'atmosphère était incroyablement lumineuse, vivante, et d'une propreté clinique. Le sol brillait comme un miroir, pas un papier ne traînait. C'était hallucinant. Les panneaux d'affichage étaient clairs, indiqués en mandarin, en anglais, et même en coréen et en japonais. En attendant le passage à l'immigration, j'ai remarqué un détail qui m'a frappé. Malgré la foule, tout le monde faisait la queue dans un ordre parfait, guidé par un personnel souriant et d'une patience infinie. Pas de bousculade, pas de voix qui s'élève.
L'agent de l'immigration qui a tamponné mon passeport m'a regardé, m'a offert un large sourire et m'a lancé un bonjour, dans un français impeccable. Une gentillesse et une rapidité déconcertantes. Pour nos 128 passeports, l'ensemble de la procédure n'a pas pris plus de 30 minutes. Un record absolu comparé aux attentes interminables que l'on connaît parfois à Paris. Mais le choc le plus violent, nous l'avons eu à la livraison des bagages. Nous nous attendions à un chaos indescriptible, à la bataille habituelle pour récupérer sa valise sur le tapis roulant. Au lieu de ça, les bagages sont arrivés rapidement, et, chose que je n'avais jamais vue de ma vie, des employés de l'aéroport se tenaient à côté du tapis pour redresser les valises, les organiser, et éviter qu'elles ne s'entrechoquent ou ne tombent. Les élèves laissaient échapper des « ouah, c'est un truc de fou » et des « c'est trop rapide ». Jamais nous n'avions été témoins d'une telle efficacité empreinte d'une telle humanité. C'était bien plus qu'un service, c'était une forme de soin, de respect. En sortant dans le hall des arrivées, un homme d'une trentaine d'années nous attendait, tenant une pancarte au nom de notre lycée. C'était notre guide taïwanais, Monsieur Lin, qui parlait un français absolument parfait. Nous sommes montés à bord d'un grand bus de tourisme. Dès que le véhicule a démarré, Lin a pris le micro. L'aéroport de Taoyuan se fait un point d'honneur à être la première vitrine de l'hospitalité et de l'efficacité de Taïwan. Je devais l'admettre, au fond de moi. Cette chaleur humaine était déjà plus palpable qu'à Roissy. Nous nous sommes engagés sur l'autoroute. Les voies étaient larges, la circulation fluide. Il n'y avait pas la même densité de gratte-ciel qu'à Séoul ou Tokyo, mais les abords de la route étaient verdoyants, luxuriants. Après une trentaine de minutes, nous sommes entrés dans le district de Linku. Là, des quartiers résidentiels modernes et élancés sont apparus. Taïwan a beaucoup de vieux bâtiments, mais le développement de nouvelles villes est également très rapide, nous a expliqué Lin. Les élèves, le nez collé aux vitres, prenaient des photos sans arrêt. Après 40 minutes supplémentaires, nous sommes entrés dans Taipei. Le paysage a changé. Contrairement à Paris, où les styles sont plus homogènes par quartier, ici, des tours de verre comme la fameuse Taipei 101 côtoyaient des ruelles anciennes, chargées d'histoire. Taipei est une ville où le neuf et l'ancien coexistent harmonieusement, a précisé notre guide. Nous sommes très attachés aux traces de notre histoire. Nous avons aperçu la rivière Keelung, qui serpente en bordure de la ville. Sur ses berges, des parcs aménagés où de nombreuses personnes faisaient du vélo ou se promenaient. 1 heure après avoir quitté l'aéroport, nous sommes arrivés à notre hôtel, près de la gare centrale de Taipei. Le lobby était d'une propreté irréprochable, avec 2 hauts plafonds et un sol étincelant. Le check-in fut d'une rapidité stupéfiante. On nous a assigné des chambres au 14e étage. J'ai ouvert la fenêtre de ma chambre. Le panorama de Taipei s'étendait sous mes yeux. Il était 19 heures, et les lumières de la ville commençaient à s'allumer, une à une. La rue en contrebas était vibrante d'activité. Le téléphone de la chambre a sonné. C'était Hélène Dubois. Pierre, les chambres sont bien mieux que ce que j'imaginais. J'étais entièrement d'accord. Un léger changement commençait à s'opérer en moi. Le sentiment diffus que j'avais peut-être sous-estimé Taïwan. Le dîner était un buffet à l'hôtel. Il y avait de tout, de la cuisine taïwanaise à la cuisine occidentale et chinoise. Les élèves, curieux, remplissaient leurs assiettes de xiao longbao et de soupe de nouilles au bœuf. Ceux qui goûtaient pour la première fois un bubble tea étaient surpris par la texture des perles de tapioca, mais finissaient leur verre avec un grand sourire. Après le repas, nous avons accordé aux élèves 2 heures de temps libre pour se promener dans le quartier de Ximanding, le Shibuya de Taipei. Nous avons formé 4 groupes de 30, chacun supervisé par un professeur. J'étais en charge du premier groupe. L'un nous a alors fait une proposition, et si vous essayez de prendre le métro, le MRT? Le métro de Taipei est reconnu mondialement pour sa propreté et sa sécurité. Ce serait une bonne façon de découvrir le quotidien des Taipéiens, qui est bien différent de celui des Parisiens. J'ai hésité. Mon souvenir du métro parisien aux heures de pointe, la foule compacte, les odeurs, la saleté parfois me rendaient méfiant. Mais l'un a insisté,
avec un sourire confiant, vous ne le regretterez pas, je vous le promets. Vers 18h, nous sommes descendus dans la station de métro. En prenant l'escalator, nous avons découvert le quai. C'était encore plus propre que ce que j'aurais pu imaginer. Plus propre même que la plupart des stations parisiennes, y compris les plus récentes. Les murs étaient clairs, le sol brillait. Le train de la ligne Banan est entré en gare. Quand les portes se sont ouvertes, les gens sont sortis de manière parfaitement ordonnée. Les passagers sur le quai respectaient scrupuleusement la règle du « laisser descendre avant de monter » et attendaient sagement derrière les lignes tracées au sol. À Paris, c'est souvent une mêlée confuse de gens qui sortent et qui entrent en même temps, un jeu de coudes permanent. Ici, c'était différent. Chorégraphié. À l'intérieur de la rame, il y avait du monde, c'était l'heure de pointe. Mais personne ne parlait fort. C'était calme. Et le plus surprenant, absolument personne ne mangeait ou ne buvait. L'un nous a expliqué que la consommation de nourriture et de boissons dans le métro de Taipei est passible d'une lourde amende. Le résultat était là, une propreté impeccable. Nous sommes descendus à la station Ximen. Mon premier réflexe a été de balayer la foule du regard, en me disant qu'il fallait faire attention aux pickpockets. Mais quelque chose clochait. C'était étrange. Beaucoup de gens avaient leur téléphone portable suspendu autour du cou, ou leur sac à dos simplement posé sur les épaules, sans aucune précaution. Un comportement suicidaire à Paris. Les femmes portaient leur sac à main de manière nonchalante, sans le serrer contre elles. Hélène m'a glissé à l'oreille, on dirait qu'il n'y a pas à s'inquiéter des voleurs ici. Je partageais ce sentiment. L'atmosphère était complètement différente de celle de Paris. Il n'y avait aucune tension dans l'air. En arrivant à la surface, le spectacle animé de Ximandine s'est offert à nous. Des grands magasins, des boutiques de mode, des écrans géants. Il y avait une foule immense, mais ce n'était pas le chaos. Après une dizaine de minutes de promenade, nous avons repris le métro pour retourner à la gare centrale. En tout, nous avons passé 40 minutes dans les transports, et pas une seule fois je ne me suis sentie en insécurité ou mal à l'aise. Une telle expérience, à Paris, est tout simplement impensable. Sur le chemin du retour à l'hôtel, un élève m'a dit « Monsieur, j'ai l'impression que c'est encore plus propre et plus sûr que Paris. » D'autres ont hoché la tête en signe d'approbation. Dans le lobby de l'hôtel, j'ai croisé les autres professeurs. Ils m'ont tous dit la même chose, les élèves se promenaient en toute confiance, ils ne semblaient ressentir aucun danger. De retour dans ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre. Il était plus de 23 heures, et les rues de Taipei diffusaient encore une lumière chaude et accueillante. Quelque chose en moi était en train de changer. Profondément. Le lendemain matin, je me suis réveillée tôt. Au programme de la journée, visite du temple de Longchamp et du quartier historique de Bopiliao. Nous sommes sortis de l'hôtel avec les élèves. Le temps était magnifique, le soleil doux et chaud. En marchant vers le temple de Longchamp, j'ai observé la vie du quartier qui s'éveillait. Il était à peine 10 heures du matin, mais toutes les boutiques étaient déjà ouvertes. Des pâtisseries traditionnelles, des herboristeries. Les élèves regardaient tout avec une curiosité nouvelle. Après une heure de visite du temple, nous leur avons accordé 30 minutes de temps libre, avec pour consigne de se retrouver sur la place devant le temple. Les élèves se sont dispersés par petits groupes. Avec Hélène, nous avons décidé d'aller boire un thé dans un salon traditionnel voisin. Alors que nous marchions, nous avons entendu des voix paniquer un peu plus loin. J'ai couru dans cette direction. Sur une petite place bordée de boutiques de souvenirs, un de nos élèves, Léo, était en larmes. Il était blanc comme un linge. Son portefeuille avait disparu. Il l'avait probablement oublié quelque part en faisant un achat. Je me suis précipitée vers lui. « Léo, ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? » Il a sangloté, « Mon portefeuille. Je l'ai perdu. Il y avait mon passeport et tout mon argent de poche dedans. » C'est à cet instant précis qu'un phénomène incroyable s'est produit. Les gens autour de nous ont commencé à se rassembler. D'abord 2 ou 3 personnes, puis en un clin d'œil, ils étaient 7.
Un étudiant d'une vingtaine d'années, une femme en tablier sortie de sa boutique, une mère de famille qui revenait du marché. L'étudiant a immédiatement sorti son téléphone et a commencé à appeler les magasins des environs pour demander s'il n'avait pas trouvé un portefeuille. La dame en tablier a doucement tapoté le dos de Léo. Même sans parler la même langue, elle lui disait « ça va aller » d'une voix réconfortante, tout en lui tendant un mouchoir. La mère de famille a sorti une bouteille d'eau de son sac et l'a tendue à Léo. Un homme d'une cinquantaine d'années a proposé de prendre son scooter pour refaire le chemin en sens inverse et chercher. J'étais là, debout, complètement abasourdi. Tout s'est passé si vite. En moins d'une minute, ces sept inconnus ont fait preuve d'une humanité et d'une solidarité spectaculaires. Personne ne leur avait rien demandé, mais ils voulaient tous aider. L'étudiant qui téléphonait s'est tourné vers nous. Le magasin ne l'a pas, mais le vendeur m'a dit que quelqu'un l'avait peut-être trouvé et déposé au poste de police du quartier. 5 minutes plus tard, 2 policiers sont arrivés en scooter. Après avoir évalué la situation de Léo, ils nous ont dit de les accompagner au poste. Le jeune étudiant s'est alors approché de moi, « Je viens avec vous au poste de police. Je parle un peu français, je peux vous aider à traduire. » J'étais sidéré. Un parfait inconnu était prêt à sacrifier son temps pour nous aider. Nous sommes allés au poste, et ce jeune homme est resté à nos côtés, traduisant chaque échange. Une fois les formalités terminées, le portefeuille nous a été rendu, parfaitement intact. Rien ne manquait. En quittant le poste, j'ai remercié l'étudiant du fond du cœur et lui ai demandé son nom. Je m'appelle Shen Kuan-yu, je suis étudiant à l'Université nationale de Taïwan, a-t-il répondu avec un sourire. Je n'arrêtais pas de le remercier. Il a ri gentiment, c'est ça, l'hospitalité taïwanaise. Quand on voit quelqu'un en difficulté, c'est normal de l'aider. Soyez les bienvenus à Taïwan. J'étais sans voix. Et si cela s'était passé à Paris? Dans le métro, à Châtelet ou à Barbès? La plupart des gens, pressés, auraient continué leur chemin sans même un regard. Jamais cette personne ne se serait spontanément arrêtée pour nous aider. Personne ne nous aurait offert de l'eau ou un mouchoir. Et il est absolument inimaginable qu'un inconnu nous accompagne pendant plus d'1 heure au commissariat pour servir d'interprète. En rentrant à l'hôtel en taxi, Hélène m'attendait dans le hall. Je lui ai raconté en détail ce qui venait de se passer. Elle avait une expression d'incrédulité totale. Je ressentais la même chose. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai raconté l'histoire aux 120 élèves. Ils étaient tous stupéfaits. Une élève a dit, « Les Taïwanais sont vraiment incroyablement gentils et chaleureux. » Tous ont acquiescé. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Poussé par la curiosité, j'ai cherché des données sur la sécurité à Taïwan. Les chiffres étaient sans appel, le taux de criminalité à Taïwan est extrêmement bas. Le pays se classe régulièrement parmi les meilleurs dans les classements mondiaux de l'indice de sécurité, parfois même comme le pays le plus sûr du monde. J'ai continué mes recherches et découvert que Taïwan possède une culture d'entraide profondément ancrée. De plus, le réseau de caméras de surveillance est très dense et le taux d'élucidation des crimes est extrêmement élevé. De nombreux touristes étrangers partageaient des expériences similaires à la nôtre, racontant comment ils avaient retrouvé des objets perdus. Je suis resté longtemps devant mon écran, médusé. Les chiffres ne mentent pas. Taïwan est réellement un pays sûr. Tous mes préjugés étaient faux. Complètement faux. J'ai appelé Hélène pour lui montrer les données. Elle était aussi surprise que moi. Je ne savais pas que c'était à ce point, a-t-elle murmuré. Je me suis dit qu'il fallait absolument que je montre ça aux parents à notre retour. Le 3e jour, notre programme prévoyait la visite d'un lycée public de Taipei. C'était un établissement ancien, mais doté d'infrastructures ultramodernes. Le proviseur nous a accueillis à l'entrée principale. En pénétrant dans le bâtiment, nous avons découvert un hall spacieux et lumineux. Nous avons d'abord visité une classe de terminale. À l'avant de la salle, un écran tactile géant remplaçait le tableau noir. Chaque élève travaillait sur une tablette. Lorsque le professeur touchait l'écran, les informations étaient instantanément transmises à toutes les tablettes.
Le proviseur nous a expliqué, Taïwan est une puissance mondiale dans le domaine des semi-conducteurs et de la technologie. Nous accordons une importance capitale à l'éducation numérique. J'étais stupéfait. Même dans les lycées privés les plus prestigieux de Paris, un tel niveau d'équipement est rare. Dans le gymnase, nous avons organisé un temps d'échange entre nos élèves et une trentaine de lycéens taïwanais. La conversation s'est faite en anglais, sur le thème de la vie quotidienne. L'un de nos élèves a demandé « Qu'est-ce que vous faites après les cours ?» Un lycéen taïwanais a répondu « On va à des cours de soutien ou à des activités de club. » La plupart ont dit qu'ils rentraient chez eux vers 20h ou 21h, parfois même plus tard. Nos élèves étaient choqués. « Vous rentrez si tard ? Ce n'est pas dangereux ?» Les lycéens taïwanais ont ri. Pas du tout. Il y a des supérettes ouvertes 24h24 partout, des 7-Eleven, des Family Mart, et les rues sont très bien éclairées. Et puis, c'est très sûr. Je n'ai pas peur de prendre le métro ou le bus seul à 21h pour rentrer. Je n'en croyais pas mes oreilles. À Paris, une lycéenne qui rentre seule le soir doit toujours être sur ses gardes. J'ai insisté, vraiment. Les élèves taïwanais ont tous hoché la tête. Nos parents s'inquiètent un peu pour nous, bien sûr, mais ils ne nous interdisent jamais de sortir parce que ce serait dangereux. Il y a des patrouilles de police partout, c'est vraiment très, très sûr. À l'heure du déjeuner, dans la salle des professeurs, j'ai discuté avec des enseignants taïwanais. Une professeure d'une quarantaine d'années m'a expliqué en anglais, on dit souvent que Taïwan est l'un des endroits les plus sûrs au monde, malgré les scooters. Je lui ai demandé si les parents ne s'inquiétaient vraiment pas. Elle a répondu, bien sûr, on leur dit de faire attention à la circulation. Mais pour ce qui est des agressions ou des enlèvements, nous sommes très sereins. Ce soir-là, nous avons tenu une réunion entre professeurs. Hélène a fait une proposition audacieuse, et si, ce soir, juste entre nous, nous allions marcher dans les rues de Taipei en pleine nuit ? Sans les élèves, juste pour voir. J'ai tout de suite accepté. Je voulais vérifier de mes propres yeux si Taïwan était vraiment aussi sûr qu'on le disait. Même. Martin et Gauthier ont décidé de se joindre à nous. À 23h, nous avons quitté l'hôtel tous les quatre. Nous avons pris un taxi pour le quartier de Xinyi. En descendant, nous avons découvert une scène urbaine animée et impeccable. Même après 23h, les grands magasins étaient fermés, mais les cinémas et les restaurants étaient encore pleins de vie et de lumière. Nous avons marché lentement le long de l'avenue. Ce qui était le plus frappant, c'était le nombre de femmes. Des jeunes femmes, d'une vingtaine d'années, marchaient seules ou en groupe, sans la moindre trace de peur. Elles se déplaçaient avec une aisance, une décontraction naturelle. L'une d'elles écoutait de la musique avec des écouteurs, le nez sur son téléphone. Un tel spectacle est possible à Paris, mais après 23h, cette insouciance semble presque surréaliste. Martin a murmuré, ça a l'air vraiment sûr, en effet. J'ai hoché la tête. Nous sommes entrés dans une supérette, un 7-Eleven. Il était minuit passé, mais il y avait encore plusieurs clients. Certains mangeaient un encas, d'autres retiraient un colis. L'employé nous a accueillis avec un « bienvenue » enjoué. Nous avons acheté des boissons et en payant, j'ai demandé à l'employé, en anglais, « Vous n'avez pas peur de travailler la nuit ?» Il m'a répondu, l'air surpris, « Peur ? Pas du tout. » Les supérettes à Taïwan, ce sont comme des phares allumés 24h24. C'est très sûr. En sortant, nous avons continué notre marche. Après 1h du matin, les rues se sont un peu vidées, mais elles conservaient une vitalité paisible. Partout, nous pouvions voir des boîtiers d'appel d'urgence et des caméras de surveillance. Une voiture de police passait de temps en temps, non pas pour une intervention, mais pour une ronde de routine. Vers 2h du matin, nous avons pris un taxi pour les quais de Dadaosheng. C'était un endroit que M. L'un nous avait recommandé, réputé pour être animé même la nuit. En arrivant au bord de la rivière, j'ai été stupéfait. Il était 2h du matin, et il y avait des gens qui faisaient du vélo, des couples qui se promenaient main dans la main, des groupes de jeunes qui discutaient sur des bancs.
L'éclairage était puissant, la promenade était parfaitement visible. La rivière Tamsui coulait paisiblement, et les lumières de la rive opposée scintillaient. C'était une scène d'une tranquillité absolue. Nous avons marché le long de la promenade. On entendait le clapotis de l'eau, le vent était frais. Hélène a fait remarquer, les quais de Seine sont animés la nuit à Paris, mais ici, il y a une quiétude, une douceur de vivre unique. J'étais d'accord. Les gens ici étaient détendus, sans aucune garde. Parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Nous nous sommes assis sur un banc pour contempler la rivière et les lumières de la ville au loin. La ville ne dormait pas, mais elle n'était pas bruyante. Elle était ordonnée et paisible. M. Gauthier a dit, « Je comprends enfin. Je comprends pourquoi les lycéens taïwanais peuvent rentrer si tard. Il était possible de vivre ainsi uniquement parce que la sécurité était totale. » À 3 heures du matin, nous avons repris un taxi pour l'hôtel. Nous avions marché pendant 4 heures dans les rues de Taipei en pleine nuit, et pas une seule fois nous n'avions ressenti la moindre inquiétude. Au contraire, j'étais envahi par un sentiment de calme profond. En me couchant, l'expérience de cette nuit tournait en boucle dans ma tête. Tous mes préjugés s'étaient effondrés. Taïwan n'avait rien à voir avec l'image chaotique et vétuste que je m'en étais faite. C'était un lieu qui donnait un sentiment de sécurité plus grand que Paris. Sur les plans de l'humanité et de la sûreté, ce pays surpassait la France. J'en avais désormais la certitude, Taïwan était l'un des pays les plus sûrs au monde. Le 4e jour est arrivé. Au programme, le parc national de Yangmingshan et le musée national du Palais. Nous sommes montés dans le bus avec les élèves. En arrivant au musée, un bâtiment grandiose nous a accueillis. À l'intérieur, les élèves ont contemplé en silence les trésors inestimables, fascinés par la profondeur de la culture chinoise. Nous nous sommes ensuite rendus à Yangmingshan, dans la région de Zhuzhou. Le soleil filtrait à travers les champs de Kala, créant un paysage onirique. Les élèves se sont promenés sur les sentiers, respirant l'air frais. Nous avons croisé des personnes âgées en tenue de randonnée qui nous ont salués avec un zaoan. Bonjour, amical. M. L'un nous a expliqué que les Taïwanais aiment beaucoup la nature et sont très accueillants envers les étrangers. Pour le déjeuner, nous avons mangé dans un restaurant de montagne à Yangmingshan. De grands plats de légumes sautés et de soupe de poulet. C'était délicieux. L'après-midi, nous avons visité le mémorial de Chiang Kai-shek. L'immense bâtiment bleu et blanc scintillait sous le soleil. Les élèves n'arrêtaient pas de prendre des photos. Je me suis accoudé à une balustrade, contemplant l'esplanade. 5 jours plus tôt, j'étais arrivé dans ce pays sans aucune attente. Je ne connaissais rien de Taïwan, sinon l'image d'une île remplie de scooters et de vieux immeubles. Mais maintenant, tout était différent. Je savais à quel point cet endroit était sûr. La paix de Dadaosheng à 2 heures du matin, les femmes marchant seules la nuit, et les visages de ces 7 Taïwanais qui avaient aidé Léo, non pas pour une blessure, mais pour un simple portefeuille perdu. Toutes ces images me revenaient en mémoire. Un élève s'est approché de moi. C'était Min. Il m'a dit, « Monsieur, ce voyage est l'expérience la plus marquante de ma vie. » Il a ajouté qu'il se sentait plus détendu à Taipei qu'à Paris. Un autre élève, Julien, a renchéri, « Même en marchant seul, je n'ai jamais eu peur. À Paris, je suis toujours sur mes gardes, mais ici, ce n'est pas nécessaire. » Et puis tout le monde sourit tout le temps. Léo est venu me voir à son tour. Son visage était rayonnant. Je n'oublierai jamais de ma vie les Taïwanais qui m'ont aidé quand j'ai perdu mon portefeuille, a-t-il dit, les larmes aux yeux. J'ai senti une chaleur m'envahir la poitrine. En 35 ans d'enseignement, j'ai vu défiler des milliers d'élèves, mais je n'avais jamais été témoin d'un changement aussi radical et aussi sincère. En seulement 5 jours, ces 120 adolescents avaient été transformés. Le dernier matin est arrivé. En ouvrant la fenêtre, j'ai contemplé les rues de Taipei en me disant que ces 5 jours étaient passés trop vite. En faisant ma valise, chaque instant passé ici me revenait à l'esprit. Le programme de la matinée était un dernier temps libre. Les élèves ont acheté des gâteaux à l'ananas et des mangues séchées dans la rue d'Yua en guise de souvenir.
1 heure plus tard, nous sommes montés dans le bus pour l'aéroport de Taoyuan. Le silence régnait dans le bus. Les élèves regardaient par la fenêtre, gravant dans leur mémoire les dernières images de Taipei. Nous avons aperçu le grand hôtel, scintillant sous le soleil. 1 heure après, nous sommes arrivés à l'aéroport. Nous avons effectué l'enregistrement et passé le contrôle des passeports. Dans la zone duty-free, les élèves ont fait leurs derniers achats. L'heure de l'embarquement approchait. Nous nous sommes dirigés vers la porte. Les visages des élèves se sont assombris. J'ai entendu quelqu'un renifler. C'était Sarah. Des larmes coulaient sur ses joues. Et comme une traînée de poudre, d'autres élèves se sont mis à pleurer. L'un après l'autre, ils laissaient couler leurs larmes. Pas seulement les filles. Les garçons aussi, retenant leurs sanglots. Min s'est couvert le visage avec ses mains. Léo pleurait en disant « Je veux revenir. Je ne veux pas partir de Taïwan. » Les élèves à côté de lui hochaient la tête en pleurant avec lui. Moi aussi, j'ai commencé à pleurer. J'ai essayé de me retenir, mais c'était impossible. En 35 ans de voyage scolaire, je n'avais jamais pleuré. Mais cette fois, c'était différent. M. Gauthier pleurait aussi. Hélène s'essuyait les yeux. Les 8 professeurs, nous pleurions tous. Le personnel de l'aéroport nous regardait avec des sourires bienveillants, nous tendant des mouchoirs. Nous ne nous soucions pas du regard des autres. L'annonce de l'embarquement a retenti. Les élèves se sont dirigés lentement vers la passerelle, se retournant sans cesse pour jeter un dernier regard à cette terre taïwanaise. Ce n'était plus seulement une île voisine. Une fois assis dans l'avion, j'ai regardé par le hublot. On pouvait voir les bâtiments de l'aéroport. Je me suis souvenu de mon arrivée, 5 jours plus tôt. J'étais anxieux, persuadé de ne rien connaître de Taïwan. Je m'étais complètement trompé. Taïwan était l'un des pays les plus sûrs, les plus chaleureux et les plus accueillants du monde. J'ai eu honte de mes propres préjugés. L'avion a décollé. Mes larmes n'arrêtaient pas de couler. Nous sommes arrivés à Roissy dans l'après-midi. Après avoir récupéré nos bagages, nous sommes sortis dans le hall où les parents attendaient. Les élèves ont retrouvé leur famille, mais leurs expressions étaient différentes de d'habitude. La mère de Léo s'est approchée de moi. Elle m'a dit que depuis son arrivée, sa fille ne cessait de lui parler de Taïwan. Je lui ai répondu, c'est le voyage le plus enrichissant de mes 35 ans de carrière. En rentrant chez moi, j'ai raconté ces 5 jours à ma femme, Sophie. J'ai parlé pendant plus d'1 heure. Sophie était stupéfaite. C'est la première fois que je te vois aussi émue, m'a-t-elle dit. Le lendemain, en arrivant au lycée, l'ambiance dans la salle des professeurs était différente. Tout le monde parlait de Taïwan. Hélène m'a montré son smartphone. Les élèves avaient inondé les réseaux sociaux de photos. L'histoire du portefeuille de Léo et les photos de notre balade nocturne dans le quartier de Xigny étaient devenues virales. Le post avait des milliers de commentaires et plus de 50 000 partages. Les parents ont commencé à appeler le lycée. Le contenu des appels était unanime, ils voulaient que leurs autres enfants puissent aussi aller à Taïwan. Les élèves des autres classes ont également manifesté leur intérêt. Dans les couloirs, des élèves m'arrêtaient pour que je leur raconte mon voyage. Une semaine plus tard, un événement encore plus surprenant s'est produit. 400 parents ont signé une pétition. Ils demandaient que le voyage à Taïwan soit organisé pour toutes les classes. Le proviseur a convoqué une réunion d'urgence. La vague sur les réseaux sociaux ne s'arrêtait pas. Sur les forums en ligne dédiés à l'éducation, notre histoire était devenue un sujet de discussion majeur. Le débat sur la sécurité et l'humanité de Taïwan faisait rage. La plupart des gens étaient stupéfaits. Environ 1 mois plus tard, le rectorat de Paris m'a contacté. On m'a demandé de rédiger un rapport de recherche sur le civisme et la solidarité dans la société taïwanaise. On m'a proposé de devenir consultant. J'ai rédigé ce rapport, détaillant le système de sécurité de Taïwan, les infrastructures du métro, les statistiques de criminalité et le civisme exceptionnel de ses habitants.
J'ai particulièrement insisté sur la sécurité des rues la nuit et la culture des supérettes. J'ai également inclus des comparaisons avec Paris. 3 mois plus tard, d'autres lycées parisiens ont commencé à bouger. Des professeurs d'établissements voisins sont venus me voir pour me demander des conseils sur l'organisation d'un voyage à Taïwan. 6 mois s'étaient écoulés. 15 lycées de la région parisienne ont décidé de s'unir pour organiser un voyage scolaire à Taïwan. Au total, 850 élèves. Un accord avec l'Office du tourisme de Taïwan a été mis en place. Les médias taïwanais se sont également intéressés à l'affaire. Un journaliste d'un grand quotidien taïwanais m'a demandé une interview. Nous l'avons faite en ligne. Le journaliste m'a demandé ce qui m'avait le plus marqué à Taïwan. J'ai répondu sans hésiter, la sécurité et l'humanité. J'ai dit que Taïwan était un pays qui démontrait que la chaleur humaine et l'ordre pouvaient coexister. Et que ce n'était pas seulement un système, mais la bonté de chaque citoyen qui créait cette sécurité. 1 an a passé maintenant, et la situation a complètement changé. Les réservations de vol de Paris à Taipei ont augmenté de 180% par rapport à l'année dernière. En particulier, les voyages de groupes scolaires ont explosé. Moi-même, je suis devenu un habitué, me rendant à Taïwan 2 fois par an, chaque fois avec de nouveaux élèves. Le mois dernier, j'ai accompagné 160 lycéens à Taipei. Ce qui me comble le plus, c'est de voir le changement chez les élèves. Ceux qui ont visité Taïwan ont commencé à apprendre le chinois traditionnel. Certains veulent même aller étudier à l'université de Taïwan. Le nombre d'élèves capables de regarder le monde sans préjugés a augmenté. Le mois dernier, j'ai donné une conférence lors d'un séminaire pour enseignants. Le thème était « Les préjugés ». J'ai raconté ma propre expérience. J'ai avoué que pendant 35 ans, je n'avais rien su de Taïwan. J'ai dit que cette ignorance avait été balayée en seulement 5 jours. J'ai souligné à quel point Taïwan était différent du pays que j'avais imaginé, que c'était l'un des pays les plus sûrs au monde. J'ai raconté l'histoire des 7 Taïwanais qui ont aidé Léo. J'ai décrit la paix de Dadaosheng à 2 heures du matin. J'ai parlé des lycéennes taïwanaises qui rentrent seules chez elles à 23 heures. Le public m'écoutait en silence. À la fin de mon intervention, de nombreux professeurs sont venus me voir pour me dire que leur école voulait aussi organiser un voyage à Taïwan. Il me reste 3 ans avant la retraite, et j'ai l'intention de les consacrer à transmettre ce message, l'importance de regarder le monde sans préjugés. Pour que la prochaine génération puisse voir le monde avec un esprit plus ouvert que le nôtre. C'est ce que je peux faire de mieux en tant qu'éducateur. C'est la plus grande leçon que Taïwan m'ait apprise. En 35 ans de carrière, j'ai visité d'innombrables villes. Paris, Londres, Rome, Berlin. Mais aucune ne m'a autant bouleversé que Taipei. Taipei n'est pas simplement une ville sûre. C'est un lieu où une culture de l'entraide, un système de transport ordonné et une société chaleureuse coexistent en parfaite harmonie. Je dis souvent à mes élèves, regardez le monde de vos propres yeux. Laissez tomber les préjugés et faites l'expérience des choses avec un cœur ouvert. C'est ça, le véritable apprentissage. Taïwan est le pays qui m'a enseigné cela. Ce ne furent que 5 jours, mais ce fut l'expérience la plus précieuse de ma vie. Je suis sûre que pour ces 120 élèves, ce fut la même chose. Les larmes que nous avons versées ensemble à l'aéroport sont encore vives dans ma mémoire. Ces larmes n'étaient pas de tristesse, mais d'émotion face à la découverte d'un nouveau monde. La joie de voir ces préjugés voler en éclats. Aujourd'hui, je suis convaincue que Taïwan est un pays que le monde entier devrait observer. Un pays où la sécurité, l'ordre et la chaleur humaine sont la norme. En tant que témoin direct, je peux l'affirmer avec confiance. Je veux que les prochaines générations d'élèves voient Taïwan. Qu'ils fassent l'expérience d'un monde plus vaste et qu'ils acquièrent une vision sans préjugés. C'est la chose la plus utile que je puisse faire pendant le reste de ma carrière d'enseignant. Musique émouvante qui revient. Voilà, les amis. C'était l'histoire de Monsieur Pierre et de ses 120 élèves. Une histoire qui nous rappelle que le plus beau des voyages, c'est parfois celui qui détruit nos certitudes. N'hésitez pas à laisser un message de soutien pour ce professeur et ses élèves dans les commentaires.
Et surtout, la prochaine fois que vous penserez connaître un endroit sans jamais y être allé.